Vous êtes sur Média TV Afrique, votre journal c'est maintenant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le Maroc prend l'initiative et lance à Skirat une réflexion avec ses partenaires africains sur des politiques migratoires coordonnées. Objectif défendre au mieux les intérêts de l'Afrique dans le cadre du débat international sur la crise migratoire. Dans ce journal, les explications du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Aux États-Unis, le procureur spécial enquêtant sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine a mis en accusation 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump, dont son ex-directeur Paul Manafort. Ce dernier est notamment accusé de complot contre les États-Unis, blanchiment et fausses déclarations. Et à Dakar, au Sénégal, le Fonds monétaire international a présenté un rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique saharienne. L'étude révèle des améliorations dans les dettes publiques, la croissance durable et inclusive. Soyez les bienvenus sur Média TV Afrique. Le Maroc a lancé hier à Skirat une réflexion avec plusieurs pays africains. Objectif, élaborer des politiques migratoires coordonnées et ainsi défendre au mieux les intérêts de l'Afrique dans le cadre du débat international sur la crise migratoire. Ces discussions à huis clos se poursuivent jusqu'au 1er novembre. Elles réunissent une quinzaine de ministres représentant des sous-régions, du continent, des organisations internationales et des experts. Compte rendu Kamal Gounaïm et Raja Fatli avec le récit de Férouz Ben Taleb. Une première pour le Maroc, alors que le roi Mohamed VI a été chargé par ses pairs africains de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine. Une retraite consacrée à ces thématiques s'est tenue hier à Rabat. Cet événement a rassemblé ministres des Affaires étrangères africains et représentants d'associations travaillant sur la thématique de la migration. Présente également Louise Arbour, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les migrations. Cette retraite ici, c'est d'essayer d'articuler une position africaine parce que la migration, elle est très sous-régionale, très régionale avant d'être internationale à un plus grand niveau. Et donc, je pense que dans les prochains jours, on va voir un dialogue interafricain pour bien positionner l'Afrique dans le contexte de ce pacte mondial. Ce think tank, présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, est appelé, à travers les ministres africains et les hauts responsables présents, à dresser une feuille de route pour l'agenda africain pour la migration. Leurs propositions seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba. Aujourd'hui, on est convaincu que le temps de l'Afrique est arrivé. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le seul continent en transition démographique dans le monde. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et malheureusement, on n'a pas toujours des réponses pour créer des emplois qui sont adaptés à l'employabilité des jeunes. Or, quand on regarde les phénomènes de migration internationale, on se rend compte que les Africains d'abord migrent sur le continent africain, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères du Maroc. Le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine début 2017, a adopté en 2013 une nouvelle politique migratoire et mené 2 campagnes de régularisation de clandestins, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. La question migratoire sera un des grands sujets du prochain sommet Union européenne-Union africaine, prévu fin novembre à Abidjan, alors que les Européens cherchent par tous les moyens à limiter l'afflux des clandestins. Et selon le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l'Afrique doit développer sa propre mission, sa propre vision pour devenir un véritable acteur de la question migratoire. Nous l'écoutons. L'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique doit développer sa propre vision. L'Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui s'assume. Et cette Afrique décomplexée, c'est une Afrique qui assume ses responsabilités par rapport à ses citoyens, par rapport à ses partenaires. Il est important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. L'année 2018 sera une année diplomatique axée sur la migration. Il y aura bien sûr déjà à la fin de cette année le sommet UE-Afrique où la question migratoire sera à l'ordre du jour. Il y aura également le dialogue de haut niveau qu'organiseraient les Nations Unies en décembre 2018, probablement sur une terre africaine, et qui sera un événement important pour développer un consensus international autour de la question migratoire. Il y a aussi le Forum mondial sur la migration et le développement que le Maroc co-préside avec l'Allemagne et qui tiendra sa conférence au Maroc l'année prochaine. Donc autant d'échéances, autant d'événements qui exigent de l'Afrique de parler d'une seule voix, de développer une vision
et de renforcer sa position de négociation pour ne pas être seulement l'objet de ces conférences internationales, mais pour qu'il devienne un véritable acteur dans ce genre de débat. Et toujours au Maroc, hier, c'était le grand oral du chef du gouvernement devant la Chambre des représentants, avec un accent particulier sur le dossier de la régionalisation avancée. Saad Eddine El Othmani a réaffirmé la volonté de son gouvernement de mener à bien ce chantier et de hisser les régions au rang de partenaires à part entière de l'État. Quant à la question de la politique publique relative aux jeunes, le Premier ministre a répondu que son gouvernement œuvrait pour intégrer les jeunes dans cette politique publique, ainsi que pour une plus grande inclusion de la société civile dans la mise en œuvre des programmes du ministère chargé de la jeunesse, et ce tel que prôné par le roi Mohamed VI. Intéressons-nous maintenant à la crise catalane. La réponse du président catalan destitué, Carles Puigdemont, qui est à Bruxelles, est attendue aujourd'hui. Une réaction attendue au lendemain d'une procédure le visant pour la déclaration d'indépendance de la région, désormais sous tutelle de Madrid. Selon la presse espagnole, le dirigeant séparatiste est arrivé dans la capitale belge avec 5 de ses conseillers, notamment des ministres, eux aussi destitués par Madrid, comme tout le gouvernement catalan. Selon un avocat belge, Puigdemont n'est pas en Belgique pour demander l'asile. Nouveau rebondissement dans le Russiagate, où le dossier de l'ingérence russe présumée dans la dernière présidentielle américaine. Le procureur spécial en charge de cette affaire, Robert Mueller, a mis en accusation 3 membres de l'équipe de campagne de Donald Trump. Parmi eux, l'ex-directeur de cette équipe, Paul Manafort, et son associé, Richard Gates, qui font l'objet de 12 chefs d'accusation, dont certains très graves, parmi lesquels complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger. George Papadopoulos, un ex-membre de l'équipe de campagne de Donald Trump, a également été mis en accusation et a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs du FBI. Écoutons à ce propos l'éclairage de Yannick Mireur, politologue français, spécialiste des États-Unis et fondateur de la revue politique américaine. Il est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Les détails, on les connaîtra peu à peu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des affaires de blanchiment d'argent étranger dans des conditions douteuses qui servent des intérêts politiques étrangers et servent de conduit au recyclage de cet argent étranger, russe en l'occurrence, dans l'économie américaine, avec un mélange de genres, à savoir d'une part cet aspect économique et financier des choses et d'autre part la constitution peut-être de réseaux d'influence d'une façon générale. Les détails viendront petit à petit jusqu'à la question de savoir s'il y a de la part de M. Manafort, disons, une tentative d'influence par ces sources étrangères qui étaient ses clients, d'influencer non seulement le processus électoral, mais aussi simplement les décisions, le tableau de bord du candidat républicain. On y viendra petit à petit, parce qu'il faudra démontrer qu'il y a une collusion directe du président américain à leur candidat avec une puissance étrangère, en l'occurrence le pouvoir russe. Sur le continent, le Kenya sort plus que jamais divisé du scrutin présidentiel du 26 octobre. Et c'est sans surprise que le président sortant, Uhuru Kenyatta, remporte les élections. Les précisions avec notre correspondant à Nairobi, Charlotte Simonard. Uhuru Kenyatta a réuni sur son nom 7,483 millions de voix contre 73 228 pour Raila Odinga, leader de l'opposition qui a boycotté ces élections. La participation a été de 38,8% des électeurs inscrits, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août dernier, annulé par la Cour suprême pour irrégularité. Lors de son speech de victoire, le président sortant a applaudi, selon lui, une nouvelle confirmation de la volonté des électeurs, malgré le boycott de l'opposition. Le 8 août, 15 millions de Kenyans sont sortis voter. 8,4 millions d'entre eux l'ont fait en ma faveur. 90% de ces mêmes votants sont sortis encore une fois pour supporter mon rêve. Ceci n'était qu'une reconfirmation de leur volonté générale, une déclaration de leur intention de me soutenir et de soutenir le gouvernement jubilaire. La commission électorale a décidé de proclamer la victoire d'Uhuru Kenyatta, en dépit du fait que le scrutin n'a pas pu se tenir dans 4 comtés de l'ouest du pays, acquis à l'opposition. Elle considère que le vote dans ces 4 comtés, sur les 47 que compte le pays, même s'il devait avoir lieu, ne pourrait remettre en cause le résultat global. Une annonce qui a attisé les foudres des supporters de l'opposition dans son fief à Kisumu, où des manifestations ont été signalées hier.
Nous disons au chef de la commission électorale, quel qu'il soit, que nous ne sommes pas des enfants. Il est grand temps qu'ils s'adressent honnêtement aux Kenyans en leur disant la vérité. Nous n'allons tout simplement pas accepter cette déclaration. Nous attendons les directives de Baba Odinga et ce soir, nous n'allons pas dormir jusqu'à ce que nous reprenions nos droits. Les partisans de Raila Odinga qui ont empêché la tenue du scrutin jeudi dans 4 comtés de l'Ouest en bloquant les bureaux de vote attendent donc ces consignes. Odinga avait annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne de désobéissance civile pour forcer l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours, une option rejetée par le pouvoir. Il devrait en préciser les contours, encore flous, en s'adressant aujourd'hui à ses partisans. Voici donc ce qu'on peut retenir du résultat des élections présidentielles au Kenya avec le récit de Férouz Bentaleb. Le Fonds monétaire international a donc présenté à Dakar un rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique saharienne. L'étude révèle des améliorations dans les dettes publiques, la croissance durable et inclusive. Compte rendu Amadou Sabarba et Sanoussi Sané. Des taux de croissance élevés, des indicateurs sociaux sensiblement redressés, grâce à une amélioration de l'action des pouvoirs publics, l'Afrique subsaharienne a réalisé d'importants progrès au cours des 2 dernières décennies. Le Fonds monétaire international dresse un tableau de diversification économique de cette partie du continent. En 2017, nous voyons une reprise économique, une légère reprise. Nous anticipons que la croissance en 2017 se retrouvera à environ 2,6%, ce qui est une légère amélioration par rapport à 2016, où le taux de croissance était de 1,4. Des avancées sont notées sur les dettes publiques, mais des menaces planent sur certains pays de la sous-région. Cette augmentation a servi aux investissements publics et c'est une bonne chose. Mais elle commence à frôler des niveaux qui sont moins prudents. Et notre conseil, c'est de s'assurer que les dettes restent à des niveaux gérables. Pour le Sénégal, des appréciations du rapport du FMI sont en droite ligne avec les stratégies du plan Sénégal émergent. L'axe 1 du plan Sénégal émergent visait à consolider les moteurs de la croissance, services financiers, télécommunications, mais aussi à développer de nouveaux moteurs autour de l'agriculture, l'agrobusiness, le tourisme, mais aussi le secteur des mines. Par rapport à ce qui est observé dans d'autres régions, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne dépendent plus du secteur primaire et manufacturier. Et ces secteurs jouent un rôle grandissant dans la transformation structurelle et de diversification des exportations. Et avant de clore ce journal, voici des images inédites spéciales, celle du lancement hier par la société américaine SpaceX d'un satellite de communication sud-coréen à bord de sa fusée Falcon 9. Il est destiné à étendre la couverture pour les communications et la télévision dans le golfe Persique, l'océan Indien, ainsi que dans le sud et l'est de la mer de Chine. Le 3e lancé par SpaceX depuis le début du mois. En recyclant la partie la plus coûteuse du lanceur, le patron de SpaceX, Elon Musk, compte réduire les coûts de lancement et à terme rendre les voyages dans l'espace plus abordables. C'est tout pour ce journal. Retrouvez ensuite l'invité de la rédaction. L'édition de Dakar, elle, reviendra juste après. A tout de suite.